Welcome to the first. Alors, bienvenue à la première séance. Je suis Adrienne Harewood de CBC News et c'est un plaisir pour moi d'être ici ce matin. On m'a invité à agir à titre de modérateur et moi, j'étais surpris qu'on me demande de le faire parce que vous savez, je ne sais pas si vous écoutez CBC, parce qu'on dirait que vous êtes des adeptes de CTV. Hier, aux nouvelles, on en a eu un exemple, parce que lorsqu'on est présentateur de nouvelles, on se sent toujours exposé tous les jours. Hier, aux nouvelles de 18 heures, j'ai fait une erreur et au lieu de parler de l'hippodrome de Rideau-Carleton, j'ai plutôt parlé de l'usine de traitement des eaux de Rideau-Carleton. Moi, j'ai étudié à l'université Carleton et j'avais d'excellents professeurs qui me parlaient de Hobbes, Machiavel, Lautenschlag. Mais mon premier professeur théoricien, c'était ma mère. Nous sommes 5 dans ma fratrie et je suis le seul garçon. Très tôt, nous avons appris que nous avions le droit de prendre n'importe quelle place dans la société. On l'a appris très jeune. C'est quelque chose que ma mère nous a très bien appris et mes sœurs, plus précisément, ont appliqué ce principe. Il s'agit d'un principe que j'ai retenu de ma mère il y a longtemps et je crois qu'il doit être appliqué. Ce matin, sur la deuxième partie de la séance, nous allons parler des perspectives multipartites, multisectorielles et internationales et de comment des approches novatrices et inclusives dans les secteurs publics et privés peuvent résulter en une transformation des paysages politiques et économiques pour les femmes et pour les hommes. Nous recevons 5 conférenciers qui présenteront des exposés d'environ 10 minutes et ensuite nous aurons une discussion ouverte. Alors, si vous avez des questions à poser aux panélistes, je vous invite à le faire à la fin. Tout d'abord, nous recevons Michael Chong, député fédéral de Wellington-Halton Hills. Il a été élu pour la première fois en 2004. Il a été le ministre des Affaires intergouvernementales et le ministre responsable des Sports. En ce moment, un projet de loi a été déposé par Michael Chong et il est à l'étude en comité. Dans une vie passée, il était membre de l'Institut Dominion. Accueillons Michael Chong. Merci, Adrienne. C'est un honneur pour moi d'être ici aujourd'hui. J'ai l'impression de vous connaître depuis longtemps parce que vous êtes les amis qui vivent dans ma tête. Plus on écoute la radio, plus on a l'impression de bien connaître les gens parce qu'on les écoute de façon quotidienne. Mais même si on n'a jamais rencontré les gens qui y parlent, on a l'impression de bien les connaître. Je suis heureux d'être ici pour participer à cette discussion ce matin. Je crois que nous avons une conversation très importante et l'objectif à voix égale est très important. Il y a 2 écarts dans la politique canadienne qui sont graves. Premièrement, il y a un problème avec nos institutions démocratiques. Et deuxièmement, le Parlement ne reflète pas le Canada d'aujourd'hui. Premier écart, les Canadiens sont déconnectés par rapport à leur Parlement. On le constate par le fait qu'un Canadien sur... qu'il y a très peu de Canadiens, que 4 Canadiens sur 10 n'ont pas voté à la dernière élection.
Vous savez, il y a les tribunaux, l'Internet, la société civile, et ce sont des moyens très intéressants, mais ils ne représentent pas la volonté du peuple canadien. Il faut que ce soit le Parlement qui est composé d'élus officiels qui peut vraiment exprimer la voix des Canadiens. Le Parlement doit entretenir un débat sur notre destin national. Et de plus en plus, les discussions portant sur ce destin sont transposées dans d'autres médias et n'ont pas lieu au Parlement. Voilà pourquoi nous devons réformer le Parlement, nous devons réformer nos institutions démocratiques pour qu'elles soient plus pertinentes aux yeux des Canadiens. Et une toute première étape devrait être la réforme démocratique. Chaque jour, des millions de Canadiens écoutent la période des questions ou ils lisent les transcriptions. Et c'est le seul moyen pour les Canadiens. Alors, il faut réformer la période de questions. Et ce qu'ils voient dans cette période de questions ne les impressionne pas. S'il y a une chose que les députés de tous les partis ont compris, c'est que les Canadiens n'approuvent pas la façon dont on se comporte lors de la période de questions. Alors, il y a un écart entre les institutions démocratiques et la population qui est de moins en moins politique et le Parlement qui est de plus en plus partisan. Bon nombre de femmes, pas toutes, mais bon nombre d'entre elles, on dit que ce genre de comportement les dissuade de se présenter en politique. Alors, il y a une proposition devant le comité des affaires de la Chambre qui propose d'apporter 6 réformes à la période de questions, c'est-à-dire d'élever le décorum. Le comité a jusqu'au 6 avril du mois prochain pour considérer ces changements. Et j'espère qu'il réussira à accomplir ce travail et à recommander des changements considérables. Je veux remercier à voix égale pour sa participation dans cette initiative. L'organisation a pu dire que c'était une façon d'encourager davantage de femmes à briguer les suffrages. Alors voilà le premier écart entre les Canadiens et le Parlement. Le deuxième écart, c'est le fait que la Chambre des communes du Canada ne reflète pas la réalité du pays à l'heure actuelle. Il ne représente pas les femmes. Seul un député sur 5 est une femme. Tandis que les femmes représentent la moitié de la population. Seulement un député sur 10 fait partie d'une minorité visible, quand c'est le double dans la population en général. Alors, à bien des égards, la Chambre ne reflète pas le Canada d'aujourd'hui. Et c'est un problème important pour ce qui est de la deuxième lacune entre notre institution, nos institutions démocratiques et la population. Alors, il faut avoir une meilleure représentation démocratique, et cela veut dire davantage de femmes à la Chambre des communes et davantage de minorités visibles. Ce matin, je suis allé à l'université McMaster. J'ai parlé au docteur Savage, qui a établi un laboratoire de données qui analyse de façon empirique ce qui se passe à la Chambre des communes et au Parlement. Il a établi un système qui lui permet d'analyser le nombre de temps alloué aux hommes et aux femmes à la Chambre pendant la période des questions. Et ce dont il s'est rendu compte, c'est que on a donné la parole aux femmes 7% du temps, tandis que les hommes ont 93% du temps ont eu la parole. Alors, il y a beaucoup de travail à faire. Et à voix égale, suggère d'établir un Parlement plus représentatif pour les femmes. Mais moi, je pense qu'il faut également que les femmes députées qui sont déjà au Parlement aient davantage de droits de parole. Plus de 4 Canadiens sur 10 ont refusé d'aller voter.
un député sur 5 est une femme. Alors, tous ces faits réduisent la légitimité de nos institutions démocratiques. Les Canadiens ne connaissent peut-être pas le règlement du Parlement, les conventions non écrites, les règlements des partis qui doivent être modifiés. Mais ils savent qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il faut apporter des modifications. En tant que député, moi, je suis heureux de faire partie de ceux qui veulent apporter ce changement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Michael. Ah oui, il a été bref et concis. C'est excellent. Merci beaucoup. Notre prochaine invitée est Françoise David. Elle est une activiste et co-chef de Québec solidaire. Elle a beaucoup d'histoire dans le mouvement des femmes et elle a servi en tant que présidente de la Fédération des femmes du Québec. Veuillez souhaiter la bienvenue à Françoise David. Good morning, and thank you very much for allowing me to speak today. I know that a speech in French is going to require an extra effort on your part, but with interpretation, everything should be just fine. First of all, I'd like to say that in Quebec, depending on the year, there are about 30% of members of the National Assembly that are women, but that's far too few. And municipally, about 15% of mayors and town councillors are women, and that's really not enough. Now, obviously, in the time I have, I can't talk to you about the entire situation. Donc, me contenter de vous parler d'une expérience, celle que je connais, et c'est celle de Québec solidaire. Alors, Québec solidaire est un parti politique provincial qui vient d'avoir 5 ans. Québec solidaire a été fondé donc le 5 février 2006 par la fusion de 2 groupes. Un petit parti politique de gauche qui s'appelait l'Union des forces progressistes et un mouvement politique de gauche aussi qui s'appelait Option citoyenne et qu'avec d'autres femmes et hommes, j'avais fondé en 2004. C'est la fusion de ces 2 organismes qui a contribué à la fondation de Québec solidaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que d'un côté, qui était celui donc de l'UFP, l'Union des forces progressistes, les membres étaient aux 2/3 des hommes, c'était la même chose à la direction nationale, la même chose au niveau des candidatures, parce qu'ils avaient présenté des candidatures à l'élection de 2003. Du côté d'Option citoyenne, donc là où j'étais, les 2/3 des membres étaient des femmes, les 2/3 du comité de coordination nationale étaient composés de femmes aussi, et la majorité des membres provenaient des milieux féministes, communautaires, écologistes et beaucoup de femmes en région. Dès notre fondation, nous nous sommes entendus sur 2 choses. Et peut-être que ça, c'est une des clés pour s'assurer qu'il y a des femmes en politique. D'abord, dans la déclaration que nous avons adoptée à l'unanimité dans cette grande assemblée de fondation où il y avait 1000 personnes, nous nous définissons clairement comme un parti politique, bien sûr, de gauche, écologiste et féministe. C'est clair, c'est écrit dans la déclaration de principe et donc tout le monde sait où est-ce qu'on loge et qu'est-ce qu'on va faire. Deuxièmement, on s'est voté des statuts, donc toutes nos règles internes, et dans ces statuts, il était entendu que la direction nationale,
qui est un comité de coordination. Bon, maintenant, ça a changé un peu depuis 5 ans, mais disons, en ce moment, c'est 13 personnes qui dirigent ensemble ce parti. Au moins la moitié doivent être des femmes. Vous aurez donc compris que puisqu'on est 13, il ne peut y avoir moins de 7 femmes. Vous me suivez? Donc, en fait, les femmes sont toujours majoritaires parce qu'on ne peut pas avoir 6,5, évidemment. En plus, dans nos statuts, ce qu'on appelle notre commission politique, qui est une sorte de comité de programme, donc qui contribue fortement à l'élaboration de notre programme politique. Il y a 14 personnes, la moitié doivent être des femmes et toute la commission politique est élue en congrès. Il n'est pas dans nos statuts, mais on recommande fortement, très fortement, à toutes nos associations locales d'avoir la parité hommes-femmes dans leur comité de coordination. Nous allons avoir bientôt un congrès et notre Commission nationale des femmes veut proposer la parité obligatoire dans les comités de coordination locaux. C'est pas gagné, mais on verra. Maintenant, dans l'application, c'est bien beau les principes, mais qu'est-ce qui s'est passé? On a eu 2 élections générales, 2007 et 2008, depuis qu'on existe. Les 2 fois, nous avons réussi à présenter 52% de candidates. Au Québec, c'est une première historique, vraiment. Maintenant, il faut bien comprendre, on a présenté des candidats et candidates dans presque toutes les circonscriptions. Il faut bien comprendre qu'on savait très bien que dans bon nombre de circonscriptions, nous n'avions aucune chance de gagner, que ça soit un homme ou une femme, puisque Québec solidaire était un parti très, très jeune et qu'il fallait d'abord le faire connaître. Donc, ça nous a peut-être rendu un peu plus facile de trouver des femmes qui savaient qu'elles s'engageaient pour 33 jours et qu'après, elles pouvaient continuer à vaquer à leurs occupations. Je suis certaine que c'est plus compliqué lorsqu'un parti est soit en voie de devenir l'opposition officielle ou de prendre le pouvoir. Mais je vous dirai quand même les défis que ça a posés. Ensuite, c'est sûr que depuis qu'on existe, on a pris à plusieurs reprises des positions féministes sur toutes sortes de sujets, santé, services sociaux, éducation, famille, travail, relations internationales, droit à l'avortement. Bon, alors ça ne pose vraiment pas un problème. Bon, est-ce que tout ça, ça fonctionne? Oui. Par exemple, le fait d'avoir eu 52% de candidates, je vous disais que probablement le fait qu'on soit encore un petit et nouveau parti nous a aidés, mais je veux quand même vous dire quelque chose. Et ça correspond beaucoup à ce que Mme Lallès nous a dit. Beaucoup plus facile de recruter des hommes que des femmes. Le cas classique, c'est... Moi, je suis la présidente de ce parti, donc j'y travaille tous les jours. Je reçois un courriel, un monsieur que je connais pas, et qui me dit « Madame David, je suis votre homme pour être candidat. » On se comprend. En 5 ans, je n'ai jamais reçu un seul courriel d'une femme pour me dire « Je suis votre femme ». Un homme, ça prend une demi-heure à le convaincre de se présenter. Une femme, au moins 3 conversations d'1 heure chaque fois. Et pour exactement les mêmes raisons qu'aux États-Unis, la première chose qu'elle nous dit, c'est « Je ne suis pas certaine d'être qualifiée ». Et pourtant, on ne va pas chercher n'importe quelle femme qui ne s'est jamais impliquée nulle part. On va chercher des leaders. C'est hallucinant.
Je pense qu'aussi, bon, malgré cette difficulté, on a réussi à présenter 52% de candidates. On réussit année après année à combler les postes qui doivent être occupés par des femmes à la direction nationale ou au comité sur le programme. Mais quel travail! Nos postes, c'est-à-dire on réussit facilement à combler la moitié des postes qui vont être occupés par des hommes. Là, ça va très vite. Et là, je ne parle pas de candidates. Là, je parle de femmes pour diriger à l'interne. Et c'est très compliqué. Manque de confiance en soi, responsabilité familiale. Beaucoup de femmes aussi hésitent, surtout celles qui ont des familles, à partir, par exemple, toute une fin de semaine pour aller dans notre comité de direction ou pour participer à un congrès. Puis en tout cas, encore aujourd'hui, il y a bien des femmes avant de partir qui vont avoir fait à manger pour toute la fin de semaine. On est en 2011, mais c'est encore comme ça. Tout ça représente, après 5 ans, des défis majeurs. En ce moment même, là, je m'apprête à avoir un congrès dans 15 jours. Il y a encore des postes à combler aux élections au comité de coordination et il faut absolument que je trouve une femme, sinon on ne respectera pas la parité. C'est vraiment difficile. J'ai l'impression qu'on va travailler jusqu'à la dernière minute. Et je suis convaincue maintenant, je ne l'étais pas au début, mais là maintenant, je suis convaincue que si on n'avait pas l'obligation de la parité dans nos statuts, ça fait longtemps qu'on aurait arrêté de chercher des femmes. Et c'est ce que font les autres partis. Ils cherchent plus qu'avant, et puis ils arrêtent de chercher. Nous n'avons pas le choix. Nous devons trouver, et nous trouvons, mais des heures au téléphone. Une deuxième difficulté, même si je considère qu'on a pris des positions féministes intéressantes depuis 5 ans, ça n'est pas toujours intégré partout, ça, l'analyse féministe. Le meilleur exemple, c'est le congrès qu'on va avoir dans 15 jours. Il porte sur l'économie. Si vous saviez le nombre d'hommes intéressés par cette question, et si vous saviez comment c'est difficile d'y intéresser les femmes, et pourtant, elles subissent les difficultés économiques dans ce pays, elles subissent au quotidien avec leur famille les choix des gouvernements, mais elles ont l'impression qu'elles ne sont pas compétentes pour en parler. Et c'est difficile aussi de convaincre nos collègues masculins d'intégrer dans leurs analyses économiques une analyse féministe de l'économie. Je suis pas certaine qu'on y a complètement réussi, mais en tout cas, on a fait un petit bout de chemin. Donc, si on cherche des solutions à tout cet ensemble de questions, eh bien, comme je vous ai dit au début, je pense que la première, c'est d'avoir un engagement féministe de la part du parti politique lui-même. Bon, je pense que dans certains partis, ça va être franchement difficile, mais il faut essayer. Il faut que la volonté d'avoir des femmes et de prendre des positions féministes vienne d'en haut. Évidemment, ça doit être soutenu par la base, là, mais il faut qu'il y ait une volonté des leaders. Deuxièmement, même si c'est écrit, il faut des leaders féministes, des femmes féministes, pas seulement des femmes féministes engagées dans des partis politiques et qui vont toujours s'assurer qu'on ne descend pas la pente glissante d'oublier les femmes. Sans certaines leaders féministes, malheureusement, les collègues masculins, ils oublient assez vite de s'en occuper. Troisièmement, une partie de la solution réside dans ce que vous faites. À voix égales, on a l'équivalent au Québec qui s'appelle Femmes et démocratie. Il faut absolument que des femmes, peut-être un peu plus âgées, aident des jeunes femmes ou n'importe quelle femme qui veut se présenter en politique à n'importe quel niveau et dans n'importe quel parti.
Ça, c'est important, l'expérience à partager. Et finalement, je pense aussi que plus de femmes accepteront d'aller en politique. D'une part, oui, quand on changera les comportements politiques, donc très intéressant ce que vous voulez faire, mais aussi quand des politiques sociales permettront aux femmes d'échapper à la lourdeur des tâches familiales. Il faudrait, par exemple, dans ce pays, partout, des services de garde pour les enfants en bas âge, mais aussi après l'école. Sinon, comment est-ce que les femmes peuvent, et les hommes aussi, tant qu'à ça, ceux qui veulent bien s'occuper de leurs enfants, comment peuvent-ils et peuvent-elles participer à la vie sociale? Il faut réfléchir aussi au marché du travail, comment il est organisé, comment c'est maintenant n'importe quand, à n'importe quelle heure, il faut être disponible et que c'est complètement contradictoire avec la vie de famille et avec une vie d'engagement social et politique. Donc, pour moi, des politiques sociales, des politiques en matière d'économie sont importantes aussi pour permettre aux femmes d'aller en politique. Merci. Merci bien, Françoise. Merci. Thank you. Our next speaker is Deborah Gillis. Deborah. Notre prochaine présentatrice est Deborah Gillis, qui travaille à Opération internationale Catalyst. Elle cherche à construire des milieux de travail inclusifs, tant pour les hommes que pour les femmes. Madame Gillis a été citée comme une femme à surveiller dans le Profiles Journal. Veuillez souhaiter la bienvenue à Deborah Gillis. Merci beaucoup. Aujourd'hui, je compte vous présenter les perspectives et les leçons tirées dans un environnement d'affaires et de vous présenter ce que les entreprises partout dans le monde font pour que les femmes puissent réussir. Je vais vous présenter des recherches de Catalyst qui travaillent à ces organisations et nos chefs politiques, nos institutions peuvent tirer des leçons de ce qui s'est passé dans le secteur privé. Je le dis non pas seulement en tant que cadre à Catalyst, mais en tant que quelqu'un qui a travaillé pendant de nombreuses années au gouvernement, en tant que chef de cabinet d'un leader connu. Les femmes sont sous-représentées dans les conseils d'administration. Je me présentais en élection en 2003. Je faisais du porte-à-porte et une jeune femme et sa fille sont venues à la porte et la femme a expliqué que j'étais candidate dans l'élection et qu'elle avait peut-être vu mon affiche. Cette petite fille avait peut-être 7 ou 8 ans. Elle m'a regardé et a dit « Je pensais que seuls les garçons faisaient ce genre de choses. » Et ça m'a vraiment abasourdi. Mais c'était vraiment un rappel important des modèles, du rôle que jouent les modèles. On en a parlé dans les exposés de ce matin. Écoutez, on reflète ce que l'on voit. Et pour cette petite fille, son expérience, c'était qu'elle n'avait jamais vu de femme dans le rôle de représentant élu ou de candidate. Alors, pour cette petite fille au Cap-Breton, même si ça semble être très loin des représentations du sujet visant à la représentation des femmes sur les CA, c'est quand même très pertinent. Certaines des femmes ont parlé de la Journée internationale de la femme. Et, bien entendu, on a parlé du rôle du gouvernement et des femmes et dans la société. Le fait est que bon nombre de personnes parlent que parce qu'on en pense depuis longtemps, qu'on a réalisé des progrès, que les jours de revendication à l'égalité sont révolus plutôt. Alors voici certaines des en-têtes de 2010 relativement au rôle des femmes. Dans l'Économiste, premier numéro de l'année, qui déclare « Nous l'avons fait, nous avons réussi ». Dans le Globe and Mail, il y avait une série intitulée « Les femmes doivent avoir des rôles de leadership ».
Et le magazine Time a annoncé que les salaires, enfin, les femmes prennent le dessus. Et mardi, dans le Globe and Mail, on a pu voir un article disant que dans l'Occident, la guerre pour l'équité des droits a été remportée. Alors tout va bien, c'est ça? On peut retourner au bureau à faire ce qu'on faisait? Attendez un moment, là. Bien sûr, on a fait beaucoup de progrès dans bien des domaines, mais il est également vrai que les hommes et les femmes n'ont pas des salaires égaux à travail égal. En fait, des récentes études suggèrent que cet écart va croissant. Après avoir passé des années sur le marché du travail, les femmes restent coincées dans des rôles subalternes. D'après le FP500, 17,7% des hauts dirigeants des 5 plus grandes entreprises au pays sont des femmes. 33% des entreprises n'ont pas de femmes cadres et 35% n'ont pas de hautes dirigeantes. Alors, imaginez que 479 des 500 premières entreprises au pays sont dirigées par des hommes. Ce qui est encore plus déconcertant, c'est que les chiffres n'évoluent pas rapidement. Il y a eu une hausse de moins de 1% entre 2008 et 2010. Cela indique que la tendance que nous avons connue au cours des dernières années se poursuit. C'est la même chose pour les conseils d'administration. Les femmes sont présentes à 14% seulement au Canada et 45% des entreprises publiques n'ont aucune femme à leur conseil d'administration. On peut présumer que si les femmes sont plus éduquées, naturellement, elles vont monter les échelons. Mais non. Si on regarde les diplômés des principales facultés d'administration des affaires d'un peu partout au monde, les femmes qui sont diplômées de ces facultés gagnent 46 000 $ de moins que les hommes, commencent à des niveaux encore plus subalternes et n'avancent pas dans l'échelle hiérarchique. Mais que ces femmes aient une famille ou non, les statistiques sont les mêmes. Manifestement, il semble que ce soit inévitable sur le plan démographique. Alors, il faut qu'il y ait une intervention bien réfléchie et systémique par les organisations, l'industrie et les dirigeants politiques. Lorsque Catalyst a été créé, il y a quelques décennies de cela, nous voulions reconnaître que les femmes ont un rôle à jouer dans la gestion de leur propre carrière, dans l'acquisition de compétences et dans le fait qu'elles doivent prendre en charge leur propre carrière. En outre, il est vrai que les obstacles organisationnels ne peuvent être abaissés par les femmes elles-mêmes. Nous avons donc changé notre objectif. Au lieu d'améliorer les femmes, il faut que nous améliorons la culture organisationnelle dans les entreprises. Ce matin, nous avons entendu des expériences très importantes qui nous permettront de changer la culture. Le cœur de la question consiste entre autres à s'assurer d'influencer les choix de carrière des femmes. Dans presque toutes les entrevues que j'ai faites, et je vous ai donné des statistiques du recensement, et d'un océan à l'autre, j'ai posé la question suivante. Est-il vrai que la raison pour laquelle les femmes ne sont pas à la tête des entreprises au Canada, c'est parce qu'elles doivent s'occuper de leur famille? Parce que toujours, on me disait, ce n'est pas parce que les femmes ne veulent pas être des dirigeantes d'entreprise, mais je crois qu'on est passé à côté d'un élément essentiel, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un
changement culturel au sein des organisations, que ce s'agisse de la culture, des systèmes, des processus. En fait, la façon même dont nous réfléchissons et nous envisageons le milieu de travail doit être différente et doit refléter la société d'aujourd'hui. Je crois que c'est important en politique, mais c'est la même chose dans l'entreprise privée. Alors, premièrement, premier obstacle, les stéréotypes. Les femmes sont pénalisées lorsqu'elles se comportent de la même façon qu'un homme et que ce comportement-là serait apprécié chez un homme. Nous avons aussi le syndrome de boucle d'or. Nous appelons cela le double standard pour les femmes. Quoi que vous fassiez, vous allez en payer le prix. Prenons l'exemple d'Hillary Clinton et de la façon dont elle a été traitée durant la campagne des élections primaires. Alors, ce double standard persiste. Nous l'avons entendu durant les exposés de ce matin. Il a été dit que les femmes doivent travailler 2 fois plus fort pour arriver à la moitié du chemin d'un homme. On a souvent parlé du besoin de se surpasser, d'être extraordinaire. Jennifer a même cité des statistiques pour prouver qu'elle était très connaissante et qu'elle était compétente. Alors, il y a aussi un préjugé qui est perpétué car le modèle actuel est fondé sur les leaders actuels et la plupart d'entre eux sont des hommes. Donc, lorsque nous pensons à un politicien, ce qui nous vient à l'esprit, c'est un homme. Et ce modèle-là se perpétue encore et encore. Moi, durant la campagne, j'ai rencontré une jeune fille et dans sa tête, un politicien, c'est un homme. Lorsqu'elle pense au terme leader, l'image qui lui vient à l'esprit, c'est un homme. Enfin, j'aimerais parler de la recherche de Catalyst sur le mentorat et la commandite. Ces activités ne mettent pas assez l'accent sur les femmes. Il s'agit d'entreprises qui mettent leur réputation en jeu pour faire avancer les femmes. Cela se voit aussi dans le monde politique. Les organisations les plus progressistes comprennent que ce n'est pas, lorsqu'on pense au travail, ce n'est pas là où ça se produit et quand cela se produit. L'important, ce sont les résultats. Voilà pourquoi il faut prendre des mesures pour accroître la souplesse en milieu de travail. Alors, il faut qu'il y ait un engagement à l'égard du leadership. Il faut que l'engagement parte d'en haut. C'est essentiel. Deuxièmement, il faut mettre l'accent sur les résultats. Il faut que les équipes soient tenues responsables des changements et des résultats. Il faut qu'ils se produisent. Troisièmement, il faut assurer une surveillance des progrès. Les femmes doivent pouvoir entrer en contact avec des réseaux pour qu'elles puissent entretenir des liens. Il faut qu'il y ait des programmes de jumelage réciproque où il y a des hommes et des femmes qui ont une relation de mentorat. C'est important que les hommes soient aussi des champions de la diversité dans leur organisation. Donc, souplesse aussi, comme je l'ai dit. Et enfin, un autre élément, c'est-à-dire inviter les hommes à faire partie du dialogue. Les hommes sont d'ordinaire au cœur des décisions et ils ont des postes décisionnels, alors ils doivent faire partie de la solution. On en parle de plus en plus. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Deborah. Notre prochain conférencier, c'est Hei Mahu Feko, haute commissaire désignée de l'Afrique du Sud au Canada. Elle a eu une carrière remarquable avant de se joindre à la fonction publique. Il s'agit de sa première affectation diplomatique. Elle est diplômée c'est une diplômée à la maîtrise et elle ne parle que 5 langues. Et elle est aussi propriétaire de Afro Chic, une entreprise de vêtements recyclés. Accueillons Hei Mahu Feko.
Good morning. Bonjour. Je tiens d'abord à remercier Equal Voices qui m'a donné une très bonne occasion de dialoguer avec vous. Je crois que ce type de tribunes sont très importantes car c'est une occasion pour nous d'exposer les questions importantes et d'agir pour les femmes. Pendant les dernières décennies, les femmes ont eu beaucoup de difficultés et il est maintenant temps de se réjouir et il faudrait aussi consacrer les 100 prochaines années à conspirer pour se rendre jusqu'au sommet. D'abord, j'aimerais me vanter un peu, si vous le permettez. En 1994, il y a eu les premières élections en Afrique du Sud. Nous étions au 21e rang en ce qui a trait à la représentation féminine au sein de notre législature. Et ensuite, nous sommes passés à 22%. En 2010, nous sommes parmi les 11 premiers pays. Merci. Nous sommes au 3e rang à 45% de représentativité et bientôt nous atteindrons la marque des 50%. Comment en est-on arrivé là? Je crois que c'est important pour moi de vous l'expliquer et de vous expliquer aussi les défis que nous avons dû relever. D'abord, nous avons manifesté, nous avons fait des démarches en lobbyisme, nous avons expliqué encore et encore et encore notre cause. Nous avons rempli des salles de femmes qui discutaient de questions de politique et nous sentions à l'extérieur l'odeur de la nourriture et nous les attirions avec cela. Je crois que c'est important de tenir compte de la façon dont nous entrons dans une salle. Avant l'élection de 1997, nous avons voulu exprimer une voix démocratique au sein de notre pays. Nous avons dit dès le départ que nous ne voulions pas être les laissés pour compte de notre pays. Nous avons donc comploté. Nous avons regroupé une centaine d'organisations féministes et nous n'avons pas tenu compte des confessions religieuses ou de l'ethnicité. Nous avions donc une coalition assez désorganisée et c'était une expérience plutôt désagréable parce que les femmes avaient des intérêts concurrents. Mais nous en sommes venus à 12 questions clés qui sont devenues nos priorités. Parfois, nous avions certaines réserves, mais nous avons dit, écoutez, si vous avez des réserves, mettez-les de côté un peu. Il faut que nous appuyions la charte pour l'égalité des femmes. Grâce à cette charte, nous avons pu entrer dans l'espace réservé aux partis politiques. Nous avons donc envahi ces espaces politiques et nous avons dit aux partis, si vous ne faites pas de place aux femmes dans les cercles de pouvoir, nous n'allons pas voter pour vous. Si vous n'appuyez pas la charte des femmes pour l'égalité effective, nous allons faire en sorte que les femmes ne voteront pas pour vous. Nous avions besoin d'un mouvement féministe très fort qui vient de l'extérieur. C'était là un élément essentiel. Première demande, nous voulions un seuil de 50% de représentativité féminine dans tous les espaces politiques, au sein du leadership, dans toutes les sphères du gouvernement. Nous avions des femmes à l'extérieur, mais nous avions aussi des femmes qui faisaient partie des cercles des initiés. Nous voulions nous assurer que notre stratégie soit assez bonne et que nous fassions assez de pression sur les femmes à l'intérieur du cercle des initiés. Nous voulions leur rappeler encore et encore que nous les avions envoyés là pour réaliser un travail précis. Nous ne les abandonnions pas. Et comme Kathleen l'a dit, nous avons aussi fait des démarches auprès des hommes.
Nous étions avec vous dans les tranchées. Nous étions avec vous durant la lutte. Et nous sommes encore là. Et nous sommes capables d'occuper des postes de pouvoir au sein du même parti politique. Nous voulions qu'il y ait des hommes qui se fassent les champions de la cause féministe également. C'est important aussi d'avoir une mobilisation à la base chez les femmes. Nous voulions des femmes qui aient des capacités intellectuelles. Et nous avons présenté des statistiques et des preuves empiriques pour montrer la condition des femmes dans notre pays et pour rappeler constamment aux gens que nous étions tout près du seuil de 50%. 30%, c'est un seuil à rabais. Nous avions besoin de 50%. Nous avons employé toutes sortes de stratégies. Nous avons fait des démonstrations. Nous avons décrié tout haut le comportement de ceux qui n'appuyaient pas notre charte et nous n'avons pas hésité à les vouer aux gémonies. Nous avons compris que l'arène politique pourrait s'ouvrir pour la première fois à certaines femmes grâce à cette charte. Et nous avons dit aux hommes qu'il fallait qu'ils votent pour leur sœur, pour leur mère, qu'il fallait qu'ils votent pour une femme, car nous voulions accroître le nombre de femmes au sein de l'Assemblée législative locale. Nous avons eu un certain nombre de problèmes, et même, surtout avec les femmes. Nous avons un problème avec nous-mêmes dans notre quête pour obtenir le pouvoir et pour transformer l'espace politique. Et dans le cadre de notre majorité féminine, on oublie de voter pour d'autres femmes. On oublie d'en parler, mais c'est un phénomène mondial. Cela ne se constate pas seulement en Afrique, cela se voit un peu partout au monde. Nous devons faire en sorte que partout où il y a des femmes candidates, elles sont appuyées par d'autres femmes. Nous avons également constaté qu'à l'échelle locale, les gens se disent « Oui, mais cette femme-là est analphabète. Elle ne connaît rien. Elle ne connaît pas l'économie. Oh, mais ce n'est pas grave. Nous allons lui mettre de beaux vêtements. Et tant qu'elle peut ouvrir sa bouche, nous allons lui souffler quoi dire. Nous allons faire les recherches à sa place. Tant qu'elle peut ouvrir sa bouche, ça ira. » Tout ce qu'elle a à faire, c'est ouvrir la bouche et dire ce qu'elle doit dire. Et ça, c'est une difficulté parce qu'il y a beaucoup de femmes qui se sont lancées en politique et qui étaient analphabètes. Elles ne savaient ni lire ni écrire, mais par contre, elles étaient bien au courant des problèmes qu'elles voulaient régler. Et dès qu'elles étaient au courant, elles faisaient preuve de courage, de bravoure. Elles s'ouvraient la bouche et exprimaient leur point de vue. Nous ne voulions pas que les femmes soient laissées pour compte simplement parce qu'elles n'avaient pas assez d'éducation pour entrer dans l'arène politique. Nous nous en sommes occupés. De plus, nous voulions que les femmes apportent un côté spirituel à la sphère politique. Nous avons besoin d'une harmonie entre nous. Souvent, lorsqu'on se lance en politique, on se fait dire que on doit laisser de côté cet aspect de notre vie parce que cela n'a pas lieu d'être dans la vie politique. Mais nous avons dit aux femmes, utilisez toutes les armes que vous avez, utilisez-les dans l'espace politique. C'est à vous de définir cet espace. En 2004, nous avons commencé à comprendre que, au sein du cabinet, il y avait un bon nombre de femmes qui étaient ministres, mais en fait, elles étaient sous-ministres. Et nous ne voulions pas de demoiselles d'honneur, nous voulions des mariées. Lorsqu'il y avait des remaniements ministériels, nous avons lancé une offensive dans les médias et nous avons dit chaque fois qu'il y aura un nouveau poste à combler, un poste de ministre, nous voulons qu'il soit comblé par une femme. Nous ne voulions pas de poste ministériel subalterne. Nous voulions que les femmes occupent des postes de ministre de la Défense, de l'industrie minière, par exemple. Et je dois vous dire que nous avons une ministre du Commerce, une ministre de l'Industrie minière, une ministre de la Défense nationale et une ministre du Renseignement. Elles sont à des postes clés et stratégiques. C'est important pour nous de reconnaître que nous
devons prendre notre place dans l'espace politique et nous devons accroître notre pouvoir à l'échelle institutionnelle. Alors, il y a eu une question de quantité. Nous nous sommes battus pour le seuil de 50%. Vous savez, j'ai dit au départ que 30%, c'était un seuil à rabais. Alors maintenant, nous avons exercé des pressions pour qu'il y ait une représentation proportionnelle. Nous nous sommes dit, non seulement nous voulons un seuil de 50% dans la liste, mais nous ne voulons pas être au bas de la liste. Nous voulons être à 50% et tout en haut de la liste. Nous nous sommes battus pour cela et nous continuons de lutter à cet égard. Il est également important de s'assurer d'avoir une stratégie intergénérationnelle. Au départ, c'était des femmes plus âgées qui sont entrées dans la vie politique, mais alors qu'elles prennent leur retraite, il faut s'assurer qu'il y ait une relève et qu'il y ait de jeunes femmes qui se lancent aussi dans la politique. Elles sont une énergie différente et elles ont un point de vue différent sur bien des choses. Voilà pourquoi il est important de les introduire dans le système. Il est également important dans le sens que lorsqu'on a essayé de nommer une femme candidate à la présidence, ça a été très difficile, très difficile. Et les hommes disaient, une femme briguer le poste de président. Non, vous voulez rire, vous vouliez 50% et maintenant vous voulez une femme comme présidente. Et ils nous ont dit non, ça n'arrivera jamais. Mais nous sommes certains que sur le continent africain, nous serons le prochain pays à avoir une femme présidente. Et nous nous battrons pour cela. Alors, il faut beaucoup de courage, beaucoup de témérité, beaucoup de passion, et je sais que nous allons réussir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Votre Excellence. Notre prochaine conférencière est Diane Kelly. Elle est grand chef du Number 3 Nation. Elle est la première femme grand chef et la première femme avocate de la nation Anishinaabe de Kenora en Ontario. Veuillez souhaiter la bienvenue à Diane Kelly. Bonjour. Je veux remercier les organisateurs de la conférence de m'avoir invité. Je suis honoré d'être ici et c'est un honneur pour moi de figurer parmi ces conférenciers et ces conférencières de renom. Lorsque nous avons commencé à prendre la parole en tant que peuple d'Anishinaabe, on nous a dit de prendre notre nom Anishinaabe. C'est pourquoi je me suis présenté sous ce nom. On nous demande toujours de quel clan on fait partie. Je fais partie du clan des Lynx. Et dans notre nation, il est tellement important d'établir des liens, des relations et d'en prendre soin. Alors, je voulais vous le dire d'emblée. C'est quelque chose que l'on fait toujours en tant que peuple Anishinaabe. Comme le présentateur l'a dit, je suis la première grand chef féminine de ma nation. Pour ce qui est du Grand Conseil, voici un peu de contexte. Il s'agit du gouvernement historique du traité numéro 3. C'est un traité que nous avons signé avec le gouvernement. Cela représente 55 000 carrés dans le sud-est du Manitoba et dans le sud de l'Ontario, près de la frontière canado-américaine. Nous avons toujours, depuis les temps immémoriaux, habité ce territoire. Alors, le Grand Conseil est le gouvernement traditionnel de notre peuple. Ce que nous avons fait pour assurer nos droits, c'est que nous avons conclu un traité. Je ne veux pas vous parler trop des éléments juridiques,
Mais je voulais vous présenter ce contexte parce que le Grand Conseil, historiquement, du moins depuis ma naissance et depuis la signature du traité, a toujours été dirigé par un homme. Et c'était très intéressant de voir lorsque j'ai été choisi. J'ai dit choisi parce que ce n'est pas un poste élu. On choisit le grand chef. C'est-à-dire que les conseillers, les conseils, les chefs se réunissent, c'est dirigé par les aînés. Et dans le cadre de ce processus, on nomme différentes personnes. Au fur et à mesure que vous êtes nommé, on vous donne du tabac et vous acceptez ce tabac ou pas. Ce qui veut dire que vous acceptez la nomination ou non. Alors, nous étions assis autour du tambour et le tambour rythmait le processus et les personnes marchaient derrière ceux qui étaient assis autour du tambour et présentaient des candidats. Alors en fin de compte, c'est la dernière personne qui se situe autour du tambour qui devient le grand chef. À la suite d'un processus d'élimination. Alors, c'est un mandat de 4 ans, mais c'est important parce que c'est également un mandat axé sur la spiritualité. Traditionnellement, nous étions les peuples Medewen. Alors, le Grand Conseil tenait beaucoup compte de cette spiritualité. Au 21e siècle, il est important pour nous de conserver ses racines dans le processus de sélection du grand chef. Il y a également des lignages héréditaires. Mes ancêtres étaient des grands chefs, ma grand-mère, mon père, mon grand-père, etc. Mais pour ce qui est du Grand Conseil, du processus de sélection, c'est très intéressant. Moi, j'ai toujours entendu dire que pour que le peuple Anishinaabe puisse survivre, il a dû s'adapter au fil du temps, soit pour des raisons de maladie ou des problèmes de chasse ou pour défendre notre territoire. Nous avons dû faire preuve d'adaptation. Alors, il est intéressant de constater qu'aujourd'hui, au 21e siècle, nous avons la première femme à occuper le poste de grand chef. Ce qui est intéressant également, c'est que je suis par ailleurs avocate. Alors, nous avons eu des chefs qui avaient des racines profondes, des racines spirituelles profondes, mais maintenant, on commence à voir des grands chefs qui ont qui ont une éducation, qui ont des diplômes. Alors, on dit bien que les femmes sont moins entendues, même si elles sont 2 fois meilleures que les hommes. Moi, c'est ce que j'ai pu constater lorsque j'étudiais en droit. Par ailleurs, je suis autochtone. Mais aujourd'hui, je ressens les mêmes préjugés qu'une femme en position de leader. Je peux vous dire que je travaille jusqu'à minuit, que je me lève très tôt le matin pour faire mon travail, mais j'adore ça. Alors, pour en revenir au Grand Conseil et au système de gouvernance de notre peuple, au moment de la négociation du traité, qui a pris 4 ans plutôt, avant que les anciens et les conseils s'entendent sur les dispositions du traité, mais le chef Sagacheway de l'époque a parlé d'éducation. Et nos anciens et nos leaders à l'époque étaient guidés par les cérémonies. Ils savaient que le changement allait survenir, mais ils voulaient quand même maintenir nos racines. Alors, le chef Sagacheway a dit, donnez-moi vos fils et vos filles et je leur enseignerai à vivre de la nature, à être membre du peuple Anishinaabe. Et je vous donnerai un de mes fils et une de mes filles afin qu'ils puissent connaître les mœurs de l'homme blanc, parce qu'ils savaient vers la fin du 19e siècle que les temps
allait changer et qu'il fallait tout de même maintenir nos racines. Et c'est grâce à cette déclaration que les anciens et les leaders de l'époque se sont entendus sur les termes du traité. On ne voit pas ça quand on lit ce document. Mais si vous avez la chance de lire les promesses orales et les négociations qui ont mené à la signature du traité, vous verrez bien des choses intéressantes. Moi, je suis toujours fier de ce qu'il a dit. Il a dit que notre peuple acceptait de participer à ce traité. C'est pourquoi l'on dit que le traité 3 comporte les dispositions en matière d'éducation les plus importantes de tous les traités au Canada. Mais nous en sommes à un point où, en tant que nation, nous sommes encore une fois à la croisée des chemins. On pourrait oublier nos racines spirituelles. On pourrait oublier tout ce que nos anciens nous ont dit et nous pourrions nous adapter et devenir en quelque sorte de véritables blancs, en quelque sorte, être tout à fait assimilés. Mais mes ancêtres, mes parents m'ont toujours expliqué combien il était important de rester à Anishinaabe. Alors, je pense qu'il ne faut pas choisir une voie plutôt que l'autre, mais essayer d'amalgamer le tout. Je pense qu'il est vrai, c'est une époque vraiment importante pour les femmes, pour les peuples autochtones. Et je suis honoré d'être ici. Je suis très fier de pouvoir vous présenter la vision du chef Sagachewa. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Diane. Nous avons quelques minutes pour les questions. Malheureusement, ça va devoir s'écourter parce qu'il faudra s'arrêter vers 11h30. Alors, si vous pouvez rendre vos questions les plus brèves ou précises possibles, nous l'apprécierions. Bonjour, je suis une étudiante de l'Université McGill. Merci beaucoup de vous exposer et de faire les choses d'une façon différente. Je suis très enthousiaste d'avoir pu voir ces points de vue différents hier, la Norvège, aujourd'hui l'Afrique, et ça me passionne beaucoup. Son Excellence a mentionné l'importance de ne pas laisser les autres femmes pour compte et de mettre de la pression à celles qui ont des postes importants. C'est une déclaration tellement importante parce qu'en Afrique, il y a tellement d'exemples de pays où les femmes représentent toujours moins de 0,05% des assemblées nationales ou des sénats. Par exemple, au Niger, qui est perçu comme le géant de l'Afrique, et qui devrait agir comme exemple pour les autres pays africains. Je me demandais ce que son Excellence formulerait comme recommandation, comme conseil, afin que d'autres pays suivent l'exemple de l'Afrique du Sud et du Rwanda, afin que bien des femmes puissent se présenter en politique. C'est une question très intéressante et je suis tellement heureuse que vous ayez pu nous présenter votre perspective africaine. Bonjour, m'entendez-vous? Oui, voilà. Merci beaucoup pour cette question. Écoutez, chaque pays est très différent, mais ce qui est vraiment important, c'est la volonté politique. Ça compte pour beaucoup, mais il est également important de comprendre que l'élément patriarcal est bien enraciné. Il faut avoir un mouvement féministe pour s'assurer de déloger cet état de choses. Alors les femmes doivent s'assurer que le cadre juridique soit également modifié et elles doivent se battre pour leurs droits. J'ai une observation également à faire. J'ai remarqué dans l'exposé de son Excellence que ses objectifs étaient très précis.
Parce qu'on a souvent tendance à dire « Oh, il faut davantage de femmes au Parlement, il faut que les hommes fassent davantage de choses à la maison, et on parle de manière assez vague. Tandis que vous avez des objectifs très précis, j'en ai noté quelques-uns, par exemple, l'objectif de 50%, vous avez dit que le prochain ministre devrait être une femme, et on veut se situer dans le haut de la liste plutôt que dans le bas. Je pense que c'est une stratégie très puissante. Et puis, vous avez également encadré cette spécificité quand vous avez parlé d'une charte. Alors, les gens nous disent, mais pourquoi avoir une charte des droits? Ce ne sont que des mots, mais les mots sont très puissants. Et ça fait en sorte qu'on a une langue en commun que tout le monde peut utiliser. De sorte qu'on peut établir un dialogue, une conversation. Et lors de cette conférence, on a entendu dire, oui, il faut avoir des conversations, mais pour pouvoir tenir une conversation, il faut un langage commun, une terminologie commune. Vous avez également parlé de responsabilité. Il y a alors les mots, les cibles précises, la terminologie commune, et vous avez également les moyens de faire en sorte que les gens rendent des comptes. Vous avez demandé aux hommes de rendre des comptes en leur rappelant le rôle des femmes dans la libération. Alors moi, je vous félicite en tant que représentante de votre pays. Et je veux également remercier les organisateurs de cette conférence, parce qu'il est très intéressant pour nous, ça a été d'entendre et de prendre connaissance des perspectives internationales et de la façon dont ils ont pu faire avancer les choses. Merci beaucoup. Merci. Mais étant donné qu'on n'a pas beaucoup de temps, on va faire en sorte que vous posiez poser plusieurs questions, et puis ensuite les panélistes vont pouvoir répondre aux différentes questions qui ont été posées. Alors, ma première observation s'adresse à l'honorable Michael Chung. Pour ce qui est de la réforme de la période de questions, on n'a pas besoin de loi pour que les gens soient polis. Il faut tout simplement appliquer les règles de politesse. Je suis d'accord avec vous qu'il faudrait que nous ayons 140 femmes de plus afin d'équilibrer la Chambre des communes. Et il faudrait que les députés féminines parlent des enjeux qui concernent les femmes, et elles devraient prendre la parole à cet égard en Chambre. Je veux remercier Deborah Gillis. Comme ma sœur Patty Duchamp m'a dit hier, nous avons une lutte qui dure depuis 27 ans avec nos membres. Et c'est une lutte concernant l'équité salariale au gouvernement, à la fonction publique. Et c'est une bataille qui se perpétue depuis 27 ans. Évidemment, les choses sont difficiles à changer, en dépit du fait qu'à Poste Canada, il y avait une PDG féminine à Poste Canada, et le tout n'a pas... la question d'équité n'a pas été résolue. Et je pense que si les hommes ne soutiennent pas notre cause, il ne faudrait pas voter pour eux, et plutôt se présenter contre eux. Aujourd'hui, on a entendu Michael Chung qui a parlé d'une petite proposition pour influer sur le comportement à la Chambre des communes. Nous savons que pour changer la prise de décision et le comportement à la Chambre des communes, il faut avoir une masse critique. Ça, on en a entendu parler toute la fin de semaine. Et il y a certains enjeux qui ont permis d'avoir une incidence sur cette masse critique, comme en Afrique, notre type de système électoral, des quotas, par exemple, qui imposent un certain nombre de femmes à siéger sur des CA en Allemagne, par exemple.
Et je pense qu'il faut également jouer un rôle dans le financement des campagnes. Ça, c'est une solution qui a été proposée ce matin. Ici, rien de tout cela n'existe. Et Michael, il y a un projet de loi d'initiative parlementaire qui a été déposé à la Chambre, présenté par Marlene Jennings, qui vise à créer des incitatifs en augmentant les subventions progressivement aux partis lorsqu'ils élisent davantage de femmes, lorsqu'ils font élire davantage de femmes, non pas lorsqu'ils en nomment davantage, et non pas lorsqu'ils nomment davantage de candidats féminins, mais lorsqu'ils font élire davantage de femmes. Oui, c'est à vous. Merci pour ce panel très intéressant. Vous avez proposé des solutions intéressantes. Il y a tellement de femmes exceptionnelles en cette pièce, mais j'aimerais signaler la présence d'une femme, Flora Terra, qui est ici avec nous aujourd'hui. Vous le savez peut-être, elle s'est présentée dans les élections de 2007 au Kenya. Elle a été kidnappée et torturée. Son fils a été tué et aujourd'hui, c'est le 3e anniversaire de son décès. Alors voilà le genre d'obstacles auxquels doivent faire face des femmes dans d'autres pays lorsqu'elles osent se présenter en politique. Et je voulais tout simplement demander de tenir une minute de silence en l'honneur de son fils. I'd also encourage you, because she's going back to Kenya. Étant donné qu'elle retourne au Kenya pour se présenter dans les élections de 2012, elle est ici au Canada pendant toute l'année et nous essayons de recueillir des fonds pour sa campagne en vendant son livre. Elle aime bien les donner gratuitement, mais on ne la laissera pas faire. Nous vous proposons de faire un don de 20 $ afin d'aider directement Flora, afin que lorsqu'elle rentrera au Kenya, elle puisse remporter un siège au Parlement. Merci beaucoup. Aujourd'hui, c'est un jour très difficile pour moi. Je pense à mon fils, mais je pense qu'il n'est pas mort en vain. J'aimerais retourner et ressusciter son esprit. J'ai tout perdu, mais j'ai quand même l'espoir de faire en sorte que nous pourrons avoir une solidarité féminine partout dans le monde, parce que je ne suis pas un cas isolé. Bien des femmes subissent ce genre de choses. Et il y a bien des femmes qui ne peuvent pas venir témoigner comme je le fais. Je suis un exemple vivant de ce qui s'est produit. J'ai perdu mon fils, mais on m'a quand même laissé quelque chose que personne ne peut m'enlever, et c'est mon esprit, mon courage. Merci beaucoup. Thank you. Merci. Commentaire inaudible pour l'interprète. J'en perds presque la parole. Écoutez, nous avons toutes des raisons pour dire qu'on ne peut pas se présenter ou que c'est l'affaire de quelqu'un d'autre. Mais après avoir entendu ce récit de Flora et de son fils et de ce qui lui est arrivé,
Moi, ce qui m'impressionne, c'est qu'elle soit quand même dévouée et qu'elle veuille tout de même retourner dans son pays et essayer de faire progresser les choses. Alors écoutez, si vous pensez à vous présenter en politique, mais que vous attendez le bon moment, je pense qu'il n'y aura jamais de bon moment. Il faut vous engager maintenant pour essayer d'améliorer les choses dans votre pays. Mais je voulais initialement poser la question suivante. Écoutez, je suis vraiment bouleversé par ce que je viens d'entendre. Moi, je me suis déjà présenté en 2004, mais Michael a remporté ses élections. Mais il m'a dit que les statistiques de l'Université McMaster concernant le 7% de temps de parole accordé aux femmes dans la Chambre des communes, ça, j'ai trouvé ça surprenant. Durant la journée de travail d'un député typique, il y a environ 1 heure qui est consacrée à la période des questions. Que vous fassiez ou non partie de cette salle, si vous vous dites que vous n'aimez pas la politique parce que vous n'aimez pas ce que vous voyez durant ce petit extrait à la télévision, eh bien, il faut changer la perspective. Comment est-ce qu'on peut améliorer le temps de parole des femmes durant la période des questions, premièrement? Et deuxièmement, pourquoi ne pas parler des questions qui sont soulevées durant le 95% du temps qui est consacré aux tâches de député? Oui, nous allons y revenir. Alors, Michael, vous pouvez répondre. Nous avons assez de temps pour prendre 2 autres questions et ensuite nous allons conclure. Bonjour, je viens de la d'une Première Nation en Alberta. Je fais partie d'un groupe indépendant et je suis étudiante. J'ai une question pour le chef Kelly. Est-ce que vous pensez un jour finir par travailler au Parlement? Et pourquoi ou pourquoi pas? Merci. Nous allons demander au chef Kelly de répondre. Est-ce que vous aviez une autre question? Est-ce que vous pourriez me donner quelques conseils pour devenir candidate? Merci. Je suis Nefertari Holloway. Je suis également étudiante. Je viens de l'Alberta. J'ai également une question pour la grande chef Kelly. Si nous ne sommes pas satisfaits du travail de nos leaders dans nos communautés autochtones, qu'est-ce qu'on peut faire? Vers qui peut-on se tourner? Et j'aimerais que vous nous parliez des règles constitutionnelles qui régissent les réserves. Merci. Bonjour, j'ai également une question pour la grande chef Kelly. J'aimerais savoir comment est-ce que vous pouvez faire entendre les intérêts des Autochtones, des Premières Nations, des Métis et des Inuits au Parlement du Canada. Nous avons un problème avec les femmes autochtones au Canada. Et j'aimerais savoir comment est-ce que vous, en tant que grand chef, vous pouvez faire avancer ces questions. C'est terminé? Oui, j'ai terminé. Merci. D'abord, je vais céder la parole à Michael Chon pour qu'il puisse répondre typiquement. De quoi a l'air une journée de député? Bon, la période des questions, c'est environ 1 heure sur une journée de 8 heures de travail. Colline, nous avons des débats et nous participons à toutes sortes de processus rattachés à la Chambre. Je suis d'accord avec le fait que la période des questions ne représente qu'un 10e de ce que nous faisons, qu'il s'agisse des travaux de la Chambre ou des travaux en comité. Néanmoins, c'est la seule vitrine qu'ont les Canadiens pour voir ce qui se passe au Parlement. Il y a les femmes qui s'en plaignent, mais les hommes aussi. Les Canadiens en général ne sont pas satisfaits
du comportement des députés durant la période des questions. Oui, je comprends qu'on ne peut pas changer les choses par voie législative, mais je crois que si au moins on arrivait à changer les règles, cela pourrait influencer le comportement. Si vous êtes dans une arène au Canada, vous allez vous comporter d'une certaine façon. Vous êtes contre l'adversaire, vous défendez votre équipe, vous criez, vous embrassez une cause. Mais dans la plupart des cas, la majorité des députés ne sont que de simples spectateurs. Ils n'ont pas le droit de poser des questions à leur gouvernement. Ce droit-là leur a été retiré il y a des années. Ils sont assis là et ils participent à la cacophonie de la période des questions. C'est tout ce qu'ils peuvent faire, chahuter. Je crois que la période des questions, c'est une partie importante de la journée du député, mais si nous pouvions changer les règles, nous pourrions influencer le comportement. Une petite question. Y a-t-il eu un moment dans l'histoire du Canada où la Chambre des communes se comportait de façon plus civilisée? Je ne suis pas certain, mais le professeur Larris de l'université, un professeur d'université, a dit que, d'après ses recherches, c'est assez semblable, mais la seule différence par rapport à il y a 50 ans, c'est que maintenant, nous avons des médias électroniques et tout se fait en temps réel grâce à l'Internet, la télévision. Les gens voient directement ce qui se passe alors qu'auparavant, il y avait une sorte de filtre qui était appliqué et maintenant les Canadiens voient en direct ce qui se passe et ils n'aiment pas ce qu'ils voient et nous devons nous ajuster pour mieux refléter la réalité. Merci. Alors, une question a été posée et on vous a demandé si vous envisageriez de vous lancer en politique. Moi, si je penserais à me lancer en politique, oui. Oui, je n'hésiterai pas à briguer les suffrages pour devenir député si les circonstances le permettent et s'il y a un intérêt pour ma personne. Moi, je travaille avec 21 Premières Nations. Et il y a 28 chefs et il y a très peu d'entre eux qui sont des femmes. Et même au sein des conseils, la représentation est très faible. Alors, des conseils, des défis, je crois que c'est important de comprendre qui nous sommes. Nous sommes des Autochtones, mais il faut comprendre qui nous sommes et puis il faut respecter qui nous sommes. Il y aura des dissensions, de la critique, et c'est propre à tout processus politique, bien qu'il soit différent. Mais si vous croyez vraiment en ce que vous faites, et dans mon cas, si j'avais le soutien des aînés, cela m'a facilité la tâche. Et je dirais à la jeune fille autochtone qui a posé la question que si vous n'êtes pas satisfaite avec votre conseil de bande, eh bien, il faudra en parler avec les aînés. Les aînés n'ont pas été élus, mais du moins dans nos collectivités, dans le district 33, les aînés ont une grande influence sur les questions politiques et sur les affaires publiques de la communauté. Si vous n'avez pas d'aînés, allez vous adresser au gestionnaire de bande, dites-lui ce qui se passe et demandez des renseignements. Bien souvent, c'est une question de communication. Les autorités, qu'il s'agisse des conseils de bande ou autres, sont responsables de bien des choses, en particulier la Constitution. L'article 35 établit la Constitution et établit comment les gouvernements provinciaux et fédéraux traitent les Autochtones. Tout cela est régi par l'article 35, mais c'est une lame à double tranchant à bien des égards. Alors, cela dépend des circonstances. Ça peut être une bonne et une mauvaise chose. Comment est-ce qu'on peut s'attaquer aux questions? Comme tout groupe de prêt, il faut faire des démarches pour faire avancer
certaines questions, il faut établir des partenariats avec des gens et des organisations qui peut-être ne semblent pas être des partenaires logiques à première vue, mais l'objectif c'est de mobiliser le public, que ça peut être essayer d'aller chercher des appuis. Vous pouvez vous attaquer à la question des femmes autochtones portées disparues, de l'héritage laissé par les pensionnats indiens, etc. Merci beaucoup. Françoise David, je vous laisse le mot de la fin. Si vous voulez ajouter quoi que ce soit, allez-y. La seule chose que je voudrais peut-être dire, ajouter à tout ce qui a déjà été dit, c'est que il va aussi falloir, je pense, changer le mode de scrutin pour que les femmes puissent plus facilement accéder aux plus hautes fonctions politiques. Au Canada, au Québec, c'est la même chose. On a un mode de scrutin hérité de la Grande-Bretagne, en fait, et c'est un mode de scrutin où il n'y a pas de deuxième tour, où il n'y a pas de scrutin proportionnel. En fait, on élit un ou une députée par circonscription. Un parti politique peut arriver deuxième partout au Canada et n'avoir aucun député à la limite. Et moi, je pense que si on avait un mode de scrutin qui faisait une place à ce qu'on appelle le scrutin proportionnel, c'est-à-dire qu'on conserverait un certain nombre de circonscriptions, mais on aurait aussi un scrutin de liste. Chaque parti politique présente des listes de candidates et de candidats. Les gens vont voter, ils votent le même jour, à la même heure, pour leurs députés de circonscription, mais aussi ils votent une deuxième fois pour un parti politique de leur choix. Et si on obtient que ce soit obligatoire dans tous les partis politiques d'avoir l'alternance homme-femme, par exemple, dans les 10 premiers noms des listes des partis, il y a de bonnes chances qu'on améliore la participation, le nombre de femmes élues dans le monde politique. Dans tous les pays où il y a un mode de scrutin proportionnel, et là où, évidemment, il y a cette obligation de l'alternance homme-femme, on observe une lente, c'est pas suffisant, là, mais ça aide à faire avancer la représentation des femmes. Alors voilà une autre question à laquelle je pense on devrait s'intéresser. Merci. Deborah Gillis. Final word to you. So only one quick comment that Oui, allez-y. J'aurais une brève observation à formuler. Tant que les femmes n'auront pas des rôles qui permettent d'influencer la vie du pays, que ce soit dans le milieu des affaires ou dans le milieu politique, nous ne pourrons bien profiter de ces milieux. Et il y a l'exemple de madame ici qui vient de l'Afrique du Sud, et il faut continuer de travailler fort à cette fin. Merci beaucoup. Cela met fin à cette séance. Je remercie nos panélistes, l'honorable Michael Chong, Françoise David, Deborah Gillis, He Moahu Feku et la grande chef Diane Kelly. Merci.